Salut tout le monde, aujourd'hui je suis dehors pour vous parler de Freddy vs Jason, un film sorti en 2006. On skip un peu, hein? La dernière fois que je vous ai parlé de Friday the 13, on a parlé de partie 3. On skip quelques étapes, on va dire ça de même. Le long métrage Freddy vs Jason est un film sorti en 2006 qui a eu une production de l'enfer sur Terre. J'ai fait une page ici, recto verso, sur l'histoire de sa production. Je ne pouvais pas enregistrer tout ça dans ma tête pour cette vidéo-là. J'étais obligé de faire des notes. Faut dire premièrement que Sean Cunningham, le réalisateur de Friday the 13, initialement ne voulait pas faire un crossover avec Freddy, mais faire un crossover avec Michael Myers. Le problème, c'est que les deux se ressemblaient un peu trop, hein? Oui, c'était l'inspiration de Jason, Michael Myers, mais tu peux pas faire un film avec deux monstres muets qui tuent des gens avec des couteaux. Hein? Fait que le projet, même s'il a essayé de se faire dans les années 1980, ben ça a été vite mis aux poubelles. Je sais pas si aujourd'hui les gens seraient intéressés de revoir ça, mais ça a été mis de côté. Et c'est en 1987 que là, l'idée de faire un crossover avec Freddy vs Jason, a été mis en place. 1987, là. Mettez-vous ça dans votre tête. Le film est sorti en 2006. Voilà. Maintenant, ça te fait une bonne idée de comment que la production a dû être l'enfer. Fait que, vous vous en doutez, 1987, ça n'a pas été l'année où que la production de ce crossover-là a commencé parce que Paramount, eux qui avaient les droits à l'époque de Friday the 13, et New Line Cinema, ceux et celles qui ont les droits de Freddy, ben ils étaient en désaccord sur l'histoire, sur l'intrigue. Ah ouais, l'intrigue, toi, chose. 1987, l'intrigue. Moi, je vais être honnête avec vous, peut-être que vous connaissez pas trop les films de Friday the 13, mais 1987, il y avait déjà des bons navets. Hein? Alors, il faut dire que Sean Cunningham, qui supervisait les Friday the 13, ben, il laissait passer beaucoup d'affaires plus ou moins mauvais. Hein? Fait que de dire que Paramount voulait le contrôle de l'intrigue d'un Nightmare on Elm Street, d'un Freddy qui était, à mon avis, dans ces années-là, beaucoup plus meilleur niveau intrigue, c'est un peu absurde. Hein? Je suis bien content que New Line Cinema n'a pas laissé son bébé à Paramount. Je suis plus ou moins très content à ce niveau-là, je vais être honnête avec vous. Alors, les années ont passé et malheureusement, les échecs commerciaux aussi de la part de Friday the 13 parce que les 3 derniers films ont fait un gros bid au cinéma, notamment le dernier qui était à cette époque-là, New Blood. Ça, c'est un peu décevant parce que selon moi, c'est un des meilleurs, mais c'est ça qui arrive quand tu donnes du caca à ton audience, il va pas arriver après le 7e film. Voilà, hein, on va dire les vraies choses. Suite aux échecs commerciaux, la licence Friday the 13 se fait acheter par New Line Cinema, ce qui est une bonne nouvelle. Hein? New Line Cinema a maintenant les 2 licences. Il y a Friday the 13 et Freddy avec Nightmare on Elm Street. Ça serait le temps parfait pour faire un crossover, pour faire le fameux Freddy vs Jason. C'est enfin le temps. Sean Cunningham commence enfin le projet avec New Line Cinema et Wes Craven arrive de nulle part, le créateur de Nightmare on Elm Street. Le gars se faisait harceler depuis des années pour revenir faire une suite à son bébé. Et là, revient de nulle part, a enfin une idée pour faire une suite qui va s'appeler New Nightmare. Alors évidemment, New Line Cinema, qu'est-ce qu'il répond? Il dit oui, Wes Craven, reviens chez nous, fais qu'est-ce que tu veux, t'es le bienvenu, on va annuler tout ce qu'on avait prévu de toute façon, viens faire ton film. Wes Craven aussi qui revenait justement avec le succès de Scream, of course que tout ce qui était prévu a été mis à la poubelle pour laisser la place à Wes Craven, évidemment. Mais bon, Sean Cunningham, lui qui avait enfin commencé le projet, on peut s'en douter, il était peut-être pas mal déçu. On va dire ça. Pendant ce temps-là, Sean Cunningham se fait quand même autoriser un nouveau Jason qui va s'appeler Jason Goes to Hell parce que oui, New Line Cinema a peut-être les droits de Friday the 13, mais n'avait pas le droit de nommer ses films Friday the 13. Fait que c'est pour ça qu'il s'appelle Jason Goes to Hell. Et un film Jason produit par New Line Cinema, c'est un peu spécial. Hein? L'esthétique change beaucoup, ça fait penser à un film Freddy, et comme de fait,
Il y a un caméo de Freddy dans ce film-là à la toute fin. Il y a son gant qui sort de la terre comme ça pour teaser peut-être l'arrivée d'un Freddy vs Jason. Oh my god, les fans sont très très hype. Ils sont « Ouh, ça arrive enfin les amis, ça arrive enfin! » Bon, finalement, il faudra qu'ils attendent encore une fois plusieurs années. On est environ 12 ans plus tard. L'acteur Robert Englund qui joue Freddy est un peu dépressif parce que ça fait genre 8 fois qu'il dit à ses fans que ça arrive enfin, lui qui avait hâte au projet et qui se fait dire que c'est annulé dernière minute. Le gars est un peu dépressif. Sean Cunningham est encore plus dépressif parce qu'il produit un film qui va s'appeler Jason X pour la seule raison que les gens n'oublient pas sa licence. C'est vraiment triste dit de même, mais c'est vrai, c'est vraiment ça qu'il dit. Il a créé le film Jason X juste pour pas que les fans oublient Jason. Hey, c'est vraiment dépressif, c'est vraiment genre un gars qui est comme ah, oubliez-moi pas. Mais hey, faut dire que ça a peut-être un peu marché en quelque sorte parce que New Line Cinema relance encore une fois le projet et cette fois-ci, ils veulent que ça soit la bonne parce qu'ils investissent plusieurs millions pour le projet. Alors c'est bon, cette fois-ci c'est la bonne. On va faire le projet et on va arrêter de faire des fausses promesses pour nos fans. C'est bon là, on le fait pour de vrai. C'est maintenant la foire aux scénaristes. Il y a plein de scénaristes et de réalisateurs qui viennent puis qui partent. Il y a justement le gars qui a fait toutes les props, tous les effets spéciaux dans The Thing, qui voulait être réalisateur de ce film-là. Finalement, il abandonne son poste, il veut plus. Il y a plein de scénaristes qui arrivent avec des idées et qui repartent. Et au final, c'est deux jeunes scénaristes qui s'appellent Damien Shannon et Mark Swift qui se fait prendre leur scénario, qui se fait accepter un peu leur scénario. Les gens disent « Hey, eux, ils ont une bonne idée. Hein, on va les prendre. » Et c'est cool, hein, tant mieux pour eux. Et il y avait quand même plusieurs fins alternatives qu'ils avaient écrites initialement, notamment celle de Pinhead qui arrive à la fin, le personnage qui vient de Hellraiser, qui était supposé de venir en tant que caméo à toute fin du film. Bon, ça n'est pas arrivé, évidemment, mais c'est quand même une fun anecdote à dire. C'est le réalisateur Ronnie Yu qui va prendre en charge le film, un réalisateur qui est quand même connu parce que c'est un Hongkongais qui a fait plusieurs classiques dans les années 80-90 comme The Postman Fight Back ou bien Fearless. Fearless, que je pense que tous les fans de arts martiaux connaissent très bien le film. Hein? Ils savent très bien que c'est un pas pire de bon film. Voilà. Et dans le domaine de l'horreur, il est aussi plus ou moins connu parce que c'est lui qui a fait Bride of Chucky. Un des meilleurs Chucky. Hein? Alors, non, c'est un bon gars. On est content que ça soit lui qui fasse notre film. Voilà. Et là, j'ai enfin fini de vous dire toute la production. Voilà, c'est fait. Je peux enfin vous parler du film. Est-ce que je l'ai aimé? Eh bien, oui. Freddy vs Jason est sorti beaucoup trop tard. Il est sorti en 2006. Et durant ce temps-là, la licence Nightmare on Elm Street avait déjà porté fin dans les années 90 avec Freddy's Dead. Et la licence Friday the 13th, bon, on va pas se mentir, était déjà un petit peu morte de nombreuses années. Hein? Fait que sortir un film en 2006 sur ces deux monstres qui étaient initialement iconiques, est-ce que c'était un peu trop tard? Oui. Est-ce que c'est un peu une qualité au film? Honnêtement, selon moi, oui. Hein? Selon moi, étonnamment, c'est bien qu'il soit sorti un peu trop tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Le fait que le film ne suit pas aucune des deux continuités, que ce soit la licence Friday the 13th ou Nightmare on Elm Street, est selon moi la plus grande qualité que le film possède. Le fait que tu n'aies pas besoin d'écouter toute la licence Freddy ou la licence Jason pour comprendre ce film-là qui est dans sa propre bulle, qui est dans sa propre alternative universe. Je sais très bien que c'est un peu absurde de parler d'univers alternatif dans un monde de slasher, mais sachez que ça existait déjà à cette époque-là pour la licence Freddy et Jason, que ce soit avec la TV-série Freddy's Nightmare qui était sortie dans les années 90, ça parlait déjà d'univers alternatif, ou que ce soit pour les purs fans dans les comic books. Hein, évidemment que dans les comic books, ils parlaient déjà de ça, que ce soit un univers où que Freddy a gagné, ou un univers où Jason a conquéri le monde, whatever, ça existait déjà pour les fans. Alors le fait qu'ils ont décidé de faire en sorte que Freddy vs Jason
vit dans sa propre bulle, que tu n'as pas besoin d'écouter quoi que ce soit, ça pourrait être ton premier film, Jason, ça va marcher pareil, et que tu vas quand même avoir du plaisir et apprendre le personnage et des nouvelles informations à propos de lui, c'est parfait pour moi. Pour moi, c'est une très bonne idée et c'est une bien meilleure façon de reboot ta franchise que faire un recall ou je ne sais quoi. Nous sommes dans un monde où que Jason est mort depuis nombreuses années et que Freddy, lui, est coincé dans le monde des rêves depuis plusieurs années aussi parce que tous les adolescents prennent des pilules qui les empêchent de rêver. Ce qui est une prémisse qui est vraiment intéressante et originale puisque ça n'a jamais été fait dans la licence Nightmare on Elm Street. Ce qui est de base vraiment bien. Moi, j'aime déjà juste cette prémisse-là. Je suis présent, je suis là. Et l'idée, c'est en sorte de voir Freddy trouver une nouvelle manière d'effrayer les jeunes. Et sa nouvelle manière, c'est de réveiller le cadavre de Jason et essayer de l'amener à tuer des teenagers dans la rue de Elm Street. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui est une idée qui marche en quelque sorte, qui marche même très bien pour un film autant absurde, un film crossover qui n'avait pas nécessairement besoin d'un bon scénario pour fonctionner au cinéma. Ben là, non, ils se sont vraiment forcés à faire une histoire cohérente qui marche avec cette espèce d'univers-là, ce qui est une belle surprise selon moi, ce qui est vraiment bien. Hein? Déjà là, un très bon point positif selon moi. Ils ont même étonnamment allé assez profond avec leurs personnages pour qu'il y ait de la confusion entre eux. Tu vois vraiment des policiers ou des adolescents être confus à pas savoir si ce monstre-là, c'est Jason ou Freddy, parce qu'ils ont juste entendu des légendes urbaines à propos d'eux. C'est vraiment intéressant et pas nécessaire, mais c'est présent et c'est vraiment juste bien. Moi j'étais impressionné. Honnêtement, je m'attendais, niveau histoire, je m'attendais à une qualité tellement plus basse que ça. Dans mes souvenirs, c'était aussi beaucoup plus bas que ça. Et là, j'étais vraiment agréablement surpris. J'étais genre, wow, c'est pas le même souvenir pantoute que j'avais du film. Great. La principale critique que j'ai entendue à l'époque de ce film-là, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps avec les survivants et pas assez avec Jason et Freddy. Ce que je suis pas en accord vraiment. Je dois être honnête avec vous, je suis plus ou moins en désaccord avec cet argument-là. Et la principale raison, c'est parce que le film, pour ceux et celles qui ne savent pas, contient énormément de scènes coupées. Et bien évidemment, la majorité des scènes coupées étaient dédiées aux survivants. Il y a même des arcs au grand complet de romance qui a été coupé, que vous êtes peut-être pas au courant tant ou si longtemps que vous ne regardez pas les scènes coupées, parce que justement, le réalisateur voulait vraiment faire un film pour les fans. Le réalisateur a fait beaucoup de test screening, ça c'est des séances de cinéma privées avec une audience qui va critiquer le film, qui va dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et le réalisateur, avec ces informations-là, peut modifier son montage avant que le film sorte. Et en soi, le réalisateur a été vraiment ouvert d'esprit pour faire vraiment le montage le plus parfait pour l'audience finalement. Et c'est pour ça que, selon moi, sérieux, le film, le montage, je le trouve bien parfait. Oui, il y a des petites affaires très cheesy qui fait très années 2000, avec le fameux flou et le ralenti, que je ne suis pas fan personnellement, mais le montage en lui-même, les temps dédiés aux personnages et le temps dédié à Jason et Freddy, je le trouve en soi un peu parfait. Ouais, je vais pas vous mentir. Surtout que Friday the 13, tous les films, c'est toujours majoritairement les survivants que tu vois, hein? Jusqu'au third act où tu vois, pour le coup, Jason vraiment là à craindre de tuer des gens. Ça a toujours été ça, les Friday the 13. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose d'autre pour ce fameux crossover-là, selon moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait est vraiment parfait. J'ai pas vraiment de choses négatives à dire, à part le fait, ça c'est ça l'affaire critique que je veux dire à propos des personnages, le drogué là, dans ce film-là, parce qu'évidemment, il fallait qu'il fasse un drogué, là. C'est peut-être la représentation la plus absurde que j'ai vue. Hein? Je ne m'attendais pas à dire de bien dans cette vidéo-là sur Friday the 13 partie 3, mais pour vrai, là, ouais, je m'ennuie un peu de cette représentation-là, un peu plus réaliste. Là, dans ce film-là, t'as un gars qui fume un joint. OK, il fume un joint, puis il hallucine un ver de terre, toi, les choses. Il hallucine un ver de terre qui fume un bong, puis il est comme « Haha, trop cool! » Hey,
Il a pas pris de l'LSD, le gars, là. Il a pris un joint, là. Genre, calmez-vous, là. Genre, sérieux, what the fuck? Le deuxième défaut que j'ai envie de dire, qui est pas réellement un défaut, parce que je comprends pourquoi il existe dans le film, c'est le surexposition. Le film prend vraiment le temps d'expliquer le personnage de Freddy et le personnage de Jason, puis c'est pas amené de manière très fluide, c'est un peu de manière très dans ta face, mais tu comprends pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour l'audience qui ne connaissait pas Freddy ou l'audience qui connaissait pas Jason. C'était nécessaire. C'est pas une vraie critique que j'ai au film parce que tu comprends l'intérêt, mais j'étais obligé de le mentionner parce que c'était un peu facile, selon moi. Il aurait pu mieux faire ça, selon moi, mais bon, c'est pas très grave. Mais ouais, mis à part ça, pour vrai, le film, certes, il contient du CGI. On est dans les années 2000, fait qu'évidemment, ils ont fait plusieurs scènes en CGI. Il y en a certains d'entre eux, comme j'ai dit, avec le géant ver de terre, qui a mal vieilli. Mais, ils ont utilisé aussi beaucoup de practical. Et ça, je suis extrêmement content. On est en 2006, on est à l'époque où que le sang qui revole partout, c'est redevenu un peu populaire grâce à Tarantino et d'autres films. Alors, ici, on a vraiment droit à des effets practical qui sont vraiment bien faits, vraiment exagérés, avec genre Jason qui coupe des gens et ça revole de partout. C'est vraiment sanglant et c'est satisfaisant, surtout que les derniers films Jason qu'on avait eus étaient très censurés. Ben là, de voir de nouveau des films vraiment violents et vraiment sanglants, c'est plaisant. Pour vrai, le film, c'est vraiment un retour aux sources. C'est ça qui est plaisant, c'est que le film fait vraiment honneur à cette licence-là et c'est satisfaisant. Pour les fans de ces deux licences-là, même si on voit un peu plus de Freddy que de Jason, selon moi, dans le film, ben t'as vraiment des scènes satisfaisantes. Tant à la fin, dans le dernier acte, t'as des scènes de combat avec Jason et Freddy, que ce soit dans le monde des rêves ou dans le monde réel. Et c'est tellement absurde, il y a tellement de murs qui se fait défoncer, c'est jouissif. Et ça, honnêtement, pour un film qui s'appelle Freddy vs Jason, c'était nécessaire, hein, on va se le dire. Et je pense que le fait que c'est réalisé par un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'arts martiaux, ça se ressent dans certaines scènes de combat. Tu te dis, OK, là il a mis le paquet. Ouais, ça paraît que c'est lui qui était en charge du film. Mais ouais, malgré certaines scènes que mal vieillies, c'est un must-watch, selon moi, si tu veux en apprendre plus sur la licence. Il y a même certains aspects du lore qui est révélé dans ce film-là. Fait que c'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est vraiment une lettre d'amour pour les fans, pour les gens qui aiment Freddy ou Jason. Fait que c'est pour ça que je vais lui mettre vraiment 3.5. Pour vrai, ça vaut la peine, il vaut sa note. C'est un des meilleurs Jason et c'est un des bons Freddy. Fait que il mérite amplement sa note de 3.5. J'apprécie beaucoup le film. Et oui, hein, tant mieux pour lui. Sérieusement, il y avait une liste, il y avait tout pour le film pour que ça soit un gros flop, que ça soit un gros navet, un cash grab. Puis finalement, non, le film, il est bon.